Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous, la tribune du mardi, qui se consacre à l'approche de l'élection présidentielle en Guinée et en Côte d'Ivoire notamment, avec pour thème l'opposition face à l'élection présidentielle en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous le savons, les élections de ce type cristallise les tensions. L'élection présidentielle en Guinée et en Côte d'Ivoire a été précédée de heurts et de troubles. L'opposition va y participer, mais pour quels résultats? Toutes ces questions vont être débattues en compagnie d'abord du docteur Amara, qui est secrétaire général du Rassemblement de Guinée pour le développement, un parti créé en 1992 et dirigé par Maître Abdoul Kabele Camara, ancien ministre de la Défense et de la Sécurité, qui est, précisons-le, candidat à l'élection présidentielle en Guinée. Docteur Amara, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gandhi. Bonsoir. Et en Côte d'Ivoire, en ligne d'Abidjan, Ferdinand Bleka, qui est président AfriJapan, Africasia, ambassadeur libre de la francophonie, qui est un habitué de ce plateau. Ferdinand Bleka, vous êtes également un acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, M. Aziz. Bonsoir. Alors nous allons commencer par la Guinée et le docteur Amara. Vous êtes, on le rappelle, secrétaire général du Rassemblement de Guinée pour le développement. Vous avez un candidat à l'élection présidentielle. Comment êtes-vous parvenu à arriver à la conclusion ou à vous convaincre que participer à l'élection présidentielle allait pouvoir changer les choses, alors qu'il y a un certain nombre de questions qu'il reste à résoudre de préalable qui n'ont pas été résolues, notamment en ce qui concerne le fichier électoral? Merci, M. Gandhi. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour me prononcer sur les questions de notre pays, notre cher pays, la Guinée. En effet, le débat actuel est essentiellement politique. Il se ramène, il porte sur le fichier électoral. Alors, la question à me poser, quelles sont les raisons pour nous d'y aller malgré les imperfections du fichier électoral? Je rappelle déjà qu'un parti politique, l'objectif principal d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, et cela passe par la participation aux élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Cela dit, on a analysé la situation comme il se devait. Nous avons bien entendu intégré les imperfections du fichier, mais la question qui s'offrait à nous, faut-il se focaliser sur les imperfections du fichier et boycotter les élections, ou faut-il y aller, participer pour faire valoir sa place sur l'échiquier politique national? Alors, chez nous, la question était toute simple. On ne voulait pas donner une seconde fois de plus boulevard au régime en place, lui donner la possibilité de faire du peuple guinéen ce qu'il veut. C'est ainsi qu'on a pris la décision d'y aller, malgré les imperfections du fichier. À mon sens, le peuple est le seul baromètre. Voilà. Vous avez beau traficoter un fichier électoral, cela dit, c'est le peuple, la dernière décision revient au peuple. Et je pense que le peuple guinéen est aujourd'hui suffisamment alerte, après 10 années de gestion, je dirais, peu catholique. Le peuple saura, au moment opportun, sanctionner qui il doit sanctionner. Et souvent, lorsque l'élection présidentielle arrive, on observe que l'opposition y va avec certaines réserves, et il y a notamment la garantie de la sincérité des votes, notamment de la publication des résultats qui vont être conformes à la vérité des urnes. Est-ce qu'il a, à ce niveau-là, été pris des dispositions, notamment en s'appuyant sur un réseau solide d'observateurs pour éviter qu'on en revienne à ces contestations des résultats? Oui, la question des contestations des résultats en Afrique, elle est récurrente. Il n'y a pas que la Guinée.
Nous, en tant que formation politique, nous ne pouvons donc pas, dès l'instant où nous n'avons pas participé encore à une élection quelconque, nous n'avons donc pas de représentants au sein de l'institution qui organise les élections. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons comme seule arme le peuple de Guinée, ainsi que les textes et lois en vigueur en Guinée. Les contestations sont réglées devant la Cour constitutionnelle. Nous userons de toutes les voies légales à l'effet de porter toutes les contestations nécessaires devant cette Cour. Il reviendra donc cette Cour de saisir l'occasion de rentrer par la grande porte et montrer l'exemple, comme cela s'est passé ailleurs. Nous n'avons donc d'autres moyens que de se référer sur les textes de loi, mais j'insiste sur le fait que le peuple guinéen est capable de sanctionner, qu'il doit sanctionner le jour des élections. Une chose est d'avoir un fichier et tout ce que cela comporte. Après, face à un peuple dynamique, un peuple prêt à défendre son histoire ainsi que sa vie politique, je pense qu'aucun fichier et aucun gouvernement, fût-il un gouvernement militaire, ne peut empêcher cela. Moi, je reste convaincu, et le parti de Maître Abdoul Kabile Kamara reste convaincu, d'autant plus que c'est un ancien magistrat et avocat. Nous restons convaincus que les élections à venir, nous avons cette opportunité aujourd'hui d'infliger une leçon de démocratie au gouvernement en place, mais également profiter de cette occasion pour redorer le blason de la Guinée dans la sous-région. Ferdinand Bleka, le docteur Amara Souma vient de le souligner, les contestations post-électorales ne sont pas propres qu'à la Guinée. En Côte d'Ivoire, il y a de très mauvais souvenirs et il y a ces tensions qui montent. Vous êtes un acteur de la société civile, donc un observateur alerte. Il y a ce lundi la liste définitive des candidats retenus qui a été publiée. Seuls 4 candidats sont retenus sur 40. Est-ce que dans ce schéma-là, l'opposition ne va pas, comme le soulignent certains, droit au mur, avec en prime là aussi une contestation post-électorale, vu qu'il n'y a pas de compromis en ce qui concerne, ou d'accord concernant le fonctionnement de la commission électorale? Merci beaucoup, merci pour m'avoir vraiment invité. Effectivement, comme vous l'avez dit, le monde entier a suivi hier en direct sur les médias depuis la Côte d'Ivoire la proclamation des résultats des candidats qui ont soumis les dossiers au poste du président de la République de Côte d'Ivoire. Et effectivement, 4 ont été retenus sur plus de 40 candidats. Et nous avons suivi, nous tous, le président du Conseil constitutionnel qui a donné les justifications de ceux qu'il a retenus et de ceux qui n'ont pas été retenus. Moi, mon rôle, vous savez, je suis un expert en prévention des conflits et en gestion des conflits. Et j'ai été plusieurs fois observateur et superviseur des élections, ici même en Afrique, au nom de certains pays et de certaines institutions. Et je comprends souvent comment naissent les conflits post-électoraux et les conflits pré-électoraux. Et donc, le cas de la Côte d'Ivoire hier, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et j'ai remarqué qu'hier, il y avait d'un côté du deuil. Et quand j'appelle les uns les autres, c'est comme vraiment s'il y a eu un décès terrible. Et de l'autre côté aussi, il y avait de la joie. Et quand j'appelle les uns les autres, ils sont contents. Wow, on a gagné, merci, merci. Donc, j'ai observé ces deux camps. Effectivement, dans ce genre de situation, il y en a qui seront toujours frustrés et il y en a qui seront toujours contents. Il faut d'abord voir ça sur le plan général. Maintenant, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a certains dossiers dont le président du Conseil constitutionnel a fait les descriptions qui n'étaient pas complètes. Il y a certaines personnes aussi qui sont sous le coup de la loi. Donc, il a donné, en tout cas, il a prononcé le droit, il a donné les informations sur pourquoi et sur comment. Ça, c'est du côté juridique, c'est du côté Conseil constitutionnel. Maintenant, du côté politique, certains ne sont pas du tout satisfaits. D'autres pensent certains pensent que c'est pour écarter des candidats poids lourds.
D'autres disent que non, ce n'est pas que le cartel des candidats poids lourds, que c'est le Conseil constitutionnel qui, en son âme et conscience, a pris ces décisions. Et donc déjà, il y a eu des réactions. Vous avez lu dans les médias, comme moi, j'ai lu dans les médias la première réaction de M. Guillaume Soro, qui déjà n'est pas d'accord de cette décision. Vous avez eu aussi la réaction d'autres opposants, etc. Mais ce qui m'inquiète en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est que j'ai l'impression que c'est un cycle. Et c'est dommage parce que dans tout système d'une vie, lorsque c'est cyclique, ça devient dangereux. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en 2020, c'est ce que nous avons vécu, je crois, en 2000. Donc vous voyez des prémices de ce qu'il s'est passé autour des années 2000, ensuite 2010 en Côte d'Ivoire? Effectivement, c'est la photocopie de ce qui s'est passé en 2000, où le droit, d'après le Conseil constitutionnel, a écarté des candidats. Et c'est la même chose aussi qui vient de se reproduire en 2020, où le droit, selon le Conseil constitutionnel, a écarté des candidats et tous ont clamé. Je me rappelle par exemple en 2000, lorsque le président Ouattara a été écarté, il avait dit qu'effectivement c'est une décision politique et qu'il s'était opposé. Et c'est de 2020 aussi, bien de dire aussi que c'est une décision politique qui sont opposées. Et généralement, quand il y a ces genres de positions au niveau des premiers leaders, les fanatiques maintenant prennent le devant. Et vous avez vu tout récemment ce qui s'est passé dans les rues d'Abidjan. Vraiment, tout le monde m'appelait, on dit, où tu es, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, vraiment, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux faire, etc., etc. Donc déjà, avec les interventions des différents leaders qui n'ont pas été retenus et avec ce qui se passe, on sent déjà les germes d'un conflit à venir. Et moi, ma spécialité, c'est la prévention et la gestion des conflits. Et je vois déjà des germes de conflit. Vous voyez les germes d'un conflit. Docteur Amara Souma, en ce qui concerne la Guinée, il y a eu également une vague de contestation contre le troisième mandat du président Alpha Condé, avant même que son parti et par la suite que lui-même ne confirme sa participation à l'élection présidentielle. Tout cela a été précédé par le référendum et le changement de constitution. Mais comment entrevoyez-vous ce qu'il pourrait bien sûr advenir au cas où l'opposition avait le sentiment que les recours introduits auprès des différentes institutions ne donnent pas de résultats attendus, favorables? Oui, je rejoins M. Bleka de la Côte d'Ivoire, qui est un spécialiste sur la prévention des conflits. Oui, il faut effectivement réfléchir à ce qu'il faille trouver des solutions pour éviter des conflits post-élection. Cela dit, cela renvoie toujours à la responsabilité, à la sagesse du président en place, ainsi qu'à la classe politique. Nous, au RGD, avec son président, M. Abdoul-Kabele Kabara, nous privilégions le débat. Un débat, nous privilégions les consensus. Je pense qu'en s'y reportant tous, en ne convoquant que les lois et les textes de loi, nous sommes sûrs qu'on peut éviter des situations désastreuses. Mais qu'à cela ne tienne, M. Gandhi, si le gouvernement en place décide de passer outre, parce que les contestations en Guinée, tout comme en Côte d'Ivoire, on les a connues avant les élections législatives, avant le référendum. Ils se sont battus, nous nous sommes tous d'ailleurs battus au sein du FNDC à ce que cette constitution, qui à notre avis était l'une des meilleures de la sous-région, parce que portait en elle les germes d'une démocratie stable et assurer l'alternance, cette constitution malheureusement a été changée malgré les contestations et malgré le nombre de cas de mort qu'on aurait pu éviter. Moi, je tiens responsable les chefs d'État africains. Il faut que nous nous disions la vérité. On a beau théoriser sur les méthodes, les voies et moyens d'éviter les conflits, il n'y a que c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont tout l'appareil d'État avec eux.
si les forces de l'ordre se comportent correctement vis-à-vis des populations et si le gouvernement fait montre de respect sérieux des règles de loi en vigueur, notamment le code électoral, si nous n'allons pas pour changer les procès-verbaux qui sortiront des urnes, si nous n'assistons pas au remplacement des urnes, alors M. Bleka ne me dira pas le contraire, alors là, nous préparons les germes d'un conflit post-électoral. Je leur tiens responsable de s'assurer de faire tout et de faire en sorte que ces élections à venir, si tant est que leur volonté qui s'est affichée et l'argument qu'ils ont développé tantôt, que cette constitution nous donne la possibilité d'aller dans une meilleure démocratie, alors qu'ils respectent cette même constitution et les textes de loi dans le pays pour nous éviter le chaos. Alors il faut respecter les textes de loi, respecter la Constitution, mais c'est ce qu'il semble difficile à obtenir de pas mal de dirigeants à travers le continent. Nous avons quand même vu que en Guinée, Dr Amara Souma, au sein du FNDC, eh bien il y a eu une sorte de mobilisation avant le référendum qui a finalement eu lieu. Vous avez évoqué ces dizaines de morts et de blessés. Et puis, finalement, le FNDC se disloque progressivement. Est-ce normal à l'approche de la présidentielle? Oui, on pourrait faire cette lecture que je ne partage pas forcément. C'est pas une dislocation du FNDC. Il y a des formations politiques qui ont tiré des leçons de la situation. Ils en ont pris les décisions qu'il fallait prendre. Nous n'avons pas forcément les décisions, mais nous les respectons. De notre côté, nous avons voulu, avec d'autres formations politiques, participer à ces élections, justement, pour donner et prouver aux yeux du monde que ce qui se passe en Guinée est sans commentaire. On ne peut pas abandonner la Guinée. On ne peut pas abandonner de la Guinée entre les mains d'un État, d'un gouvernement qui fait de nous ce qu'il veut. Il nous faut une tribune pour rappeler à la communauté nationale et internationale que ce qui se passe en Guinée, il ne faut pas qu'on nous oublie. Il faut qu'on vienne au secours de la Guinée, parce que ce que M. Bleka disait tantôt, si nous n'organisons pas ces élections à venir correctement, je vous promets que ça risque de chauffer. Et des exemples, on en a vu dans la sous-région. Alors, deux choses l'une, soit on s'inscrit dans la prévention des litiges, et pour ce faire, il faut respecter toute l'organisation en place, et à ce moment, tout le monde s'en sort. Il faut assurer l'équité. Nous savons pertinemment que chaque formation politique, vous n'avez pas les mêmes forces. Nous savons pertinemment que le fauteuil présidentiel, ce n'est fait que pour une seule personne. Mais assurer la légalité, l'accès aux médias à tout le monde. Et ainsi, tout le monde s'en sortira heureux. Mais si nous venons assister à des manigances comme ils le font aujourd'hui, parce que je vous dis, M. Gandhi, actuellement, c'est l'impression que j'ai, c'est la lutte, c'est David contre Goliath. Hein? L'État qui débourse pas mal d'argent, on mobilise les préfets, les sous-préfets, les maires sont mobilisés, tout le monde y va, l'administration les véhicule avec. A priori, on a l'impression que rien, absolument rien ne peut arrêter ce régime. Mais nous n'avons pas cette vision, nous n'avons pas cette lecture. Nous pensons que le peuple demeure le baromètre et que le peuple, après 10 ans, est capable de sanctionner qui veut. Maintenant, les sanctions opérées dans les urnes, s'il décide d'en faire autrement, peut-être que le spécialiste M. Bleka nous dira à ce moment quelles sont les mesures à prendre pour éviter de telles situations. Et Ferdinand Bleka, justement, considérez-vous qu'il est productif pour l'opposition d'aller à des élections lorsque le tableau n'est pas clair et lorsque nous n'avons pas un certain nombre de garanties que le scrutin va se dérouler avec les conditions de transparence qui vont justement mettre tout le monde d'accord? En fait, selon nos expériences et notre expertise, généralement les élections se gagnent avant les élections. Ça tout dépend de comment on l'a préparé. Je me rappelle, j'étais observateur pour les élections d'un pays, mais surtout j'étais observateur pour les inscriptions sur la liste électorale dans un pays. Et j'ai fait un mois là en tant qu'observateur et aussi superviseur pour la liste des inscriptions dans un pays. Et j'ai vu que dans ces pays-là, l'opposition a demandé le boycott
d'inscription de ses membres sur la liste électorale. Et bon, donc, après, moi, finalement, je les ai rencontrés. J'ai dit, mais attends, pourquoi vous demandez le boycott à ce que vos gens s'inscrivent? Ce n'est pas encore les élections. Il faut qu'on ait une liste des personnes qui vont élire les candidats. J'en dis non. Pour que nos gens s'inscrivent sur la liste des votants, il faut que le président qui est là dise qu'il ne va pas se représenter. Ça, j'ai dit non. Bon, moi, je n'interviens pas dans vos politiques intérieures, mais si demain, après ce que nous sommes venus faire, les gens ont fini de s'inscrire, et que lui, de son côté, tout le monde s'inscrit, et puis il dit que je me retire, et qu'il y a un autre candidat, et puis il y a une élection. Est-ce que si les gens gagnent, on n'a pas dit qu'il y a eu tricherie? Et effectivement, ils ont maintenu les mots d'ordre de boycott. Les élections sont arrivées et encore, ils se sont présentés comme candidats à cette élection où les gens, ils ont demandé à les gens de ne pas s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'il faut que le président qui est là dise qu'il ne sera pas candidat. Mais en même temps, ils étaient candidats après. Et j'apprends à un moment qu'ils se sont opposés. Pourquoi c'est le président qui a gagné? Donc, le conseil électoral de ce pays-là m'a appelé au téléphone pour prendre mon avis. J'ai dit, mais mon avis, il est simple. Vous n'avez pas des gens pour vous élire. Pourquoi vous voulez être élu? Vous avez demandé le boycott. Donc, souvent, il y a certaines choses qui se passent dans nos pays. On n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le boycott n'est pas souvent évoqué en désespoir de cause? Oui, mais monsieur, en désespoir de cause, vous me dites de partir prendre mon billet d'avion pour venir au Gabon, pour un meeting. Donc, si je sais que ce meeting ne va pas venir, d'abord, il faut que j'ai mon billet en main. Mais il faut pour que je puisse élire quelqu'un, il faut que d'abord j'ai la carte d'élection. Bon, et puis en plus, ce que j'ai remarqué dans ces pays, le gouvernement, non, surtout le conseil électoral a permis que des gens qui n'ont pas de pièces d'identité, que l'inscription aux listes électorales leur permette d'avoir notamment les pièces. Donc, rien n'était exigé. Rien n'était vraiment exigé. Ça, c'est un. Maintenant, quand vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, où nous sommes, notre pays, il y a 3 analyses aujourd'hui qui sont sur le terrain. Il y en a qui disent que, aussi au niveau de l'opposition, il est mieux de boycotter les élections, il est mieux que l'opposition ne participe pas aux élections. Ça, c'est les analyses qui se font. Il y a une autre analyse qui se dit, à quoi sert de boycotter? Il y a déjà 2 opposants qui sont retenus. Pourquoi ne pas se mettre derrière un contre le candidat du pouvoir? Il y en a qui disent, bon, non, il faut respecter les lois. Parce que le candidat du pouvoir, en 2000, il avait été, en tout cas, disqualifié, n'était pas éligible. C'est vrai, il s'est manifesté, mais il a laissé les élections se passer. Donc, voici les 3 analyses et les 3 opinions actuellement qui circulent au niveau de la Côte d'Ivoire. Là, qui est mon pays, et je maîtrisais plus ou moins, et où je connais plus ou moins les acteurs politiques. Et il y a parmi les ennemis virtuels ou les ennemis identifiés de l'opposition à ces différentes élections aussi la non-participation ou bien la non-inscription sur la liste électorale de nombreux citoyens qui, gagnés par le découragement, ont fini par développer un certain désamour de la chose politique. On voit des milliers de personnes dans les meetings qui souvent n'ont pas été inscrits sur la liste électorale ou se retrouvent simplement sans carte d'identité ou sans carte d'électeur. Oui, M. Gandhi, justement, il faut noter ce désamour politique dans nos différents pays de l'Afrique de l'Ouest et un peu l'Afrique en général. Mais ce désamour s'explique. Hein, nous avons des régimes... Exactement, docteur Amara Souma, ça s'explique par quoi? Non, en fait, nous avons des régimes super forts, des régimes qui sont tout permis, parce que le seul moyen pour les citoyens de s'opposer à une mesure de l'État, c'est de le faire savoir, n'est-ce pas, légalement. Hein, c'est de manifester, attirer l'attention des différentes commissions qui sont de la place
et faire savoir leur mécontentement. Mais malheureusement, nous sommes dans des États où, même lorsqu'il faut faire une manifestation totalement légale, après c'est la répression. Hein? Toutes les institutions, la Cour constitutionnelle qui doit être à l'écoute des plaintes des citoyens, notamment sur des imperfections de la Constitution, et tous les arrêts rendus, du moins pour le cas de la Guinée, c'est en faveur du système en place. Quand vous avez un État où tous les maires, les préfets, les élus locaux, tous fonctionnent pour le même système, bon, on me dira par ailleurs, c'est normal, c'est l'État. Quand vous estimez que vous arrivez au pouvoir, ce sera pareil. Non, je suis désolé. Il faudrait qu'en Afrique, nous puissions à l'effet que nos dirigeants comprennent qu'une fois au pouvoir, vous ne travaillez pas que pour un clan. Voilà, je connais peu la Côte d'Ivoire, je laisserai le soin des autres d'analyser la situation ivoirienne, mais ce qui concerne la Guinée, on a tout essayé avec Alpha Condé. On a tout essayé. Nous sommes dans une situation de désenchantement, de désillusion. Nous aurions espéré, venant de lui, après le combat qu'il a mené, que l'on ait une Guinée plus calme, plus stable. Mais hélas, c'est en 2020, avec le Mandela d'Afrique, que l'on assiste à toutes sortes de violations, de violences, d'atteintes, d'arrestations arbitraires. Alors, parfois, on se pose la question, faut-il être fataliste au point de croiser les bras? Non, je suis un homme naturellement optimiste. Je pense qu'il faut y aller. Alors, il faut y aller, mais... Il faut y aller, docteur Amara Souma, mais il y a également cette inquiétude que beaucoup partagent et cette interrogation. Est-ce que finalement, rester dans l'opposition pendant longtemps avant d'accéder au pouvoir ne cache pas finalement une sorte de tyran qu'on va découvrir? Ben oui, ceux qui ont cette position, je la respecte, mais je ne la partage pas cependant. Moi, je pense, quel que soit l'adversaire en face, il faut y aller. Voilà. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut se battre avec les armes dont on dispose, mais qui sont essentiellement, exclusivement légales. Hein. Il faut y aller, il faut faire participer ces militants, il faut les faire voter. Les contestations, nous les porterons devant les juridictions nationales et voire dans les juridictions sous-régionales. Parce que le problème, il faut attirer l'attention sur ce qui se passe en Guinée. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat de complicité de la communauté internationale. Non, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je pense qu'il faut affronter les adversaires au niveau national et il faut que le peuple se prononce. Mais... Oui, et pour que... Maintenant, quelle que soit par ailleurs la fatalité, il faut participer aux élections. Maintenant qu'ils veuillent assurer la fraude, voilà, je pense qu'il faut y aller. Alors, l'autre problème auquel les opposants sont souvent confrontés est celui des observateurs venus parfois, souvent de l'Union africaine, de la CEDEAO, etc. Il y a un manque de confiance dans ces observateurs. Il y a, pour certains pays, les observateurs venus de l'Union européenne, etc. Mais à l'arrivée, les observations qui sont faites par ces observateurs, Ferdinand Bleka, ne pèsent pas toujours dans la balance comme c'est attendu. Il y a un discours générique et convenu, et ça c'est reproché à l'opposition. Tout s'est passé conformément à l'esprit de cohésion et rien n'est venu, ne s'est produit qui puisse altérer la sincérité du vote. Ça c'est ce qu'on entend souvent, même lorsqu'il y a des problèmes. Oui, effectivement, vous maîtrisez vraiment le sujet. Mais en fait, un observateur qui vient dans un pays, il n'est qu'un observateur. Il n'a pas un rôle de décision, n'a pas le pouvoir de décider, soit par exemple de l'annulation d'un scrutin ou même de la validation. Lui donne ses observations si le scrutin s'est déroulé dans des conditions de l'art, ça s'est déroulé dans les conditions de transparence, dans tel bureau, dans tel bureau, dans tel bureau, dans tel bureau. Lui, il donne ses observations. Maintenant, il s'agit des premiers responsables de ces institutions, telles que l'Union africaine, telles que l'Union européenne, etc. Il dit, bon, selon l'ensemble des observations, les élections
serait mal passé, par exemple, dans 80% des bureaux de vote, etc., etc. Et à partir de là, on tire les analyses. Donc, les observateurs sur le terrain ne peuvent pas arrêter le cours d'une élection, ils ne font qu'observer ce qu'ils ont vu. Ils ne doivent même pas intervenir, mais ils ne font qu'observer ce qu'ils ont vu. Ça, c'est de 1. De 2, le problème en Afrique, je suis en train de faire une étude là, pour comprendre ce qui ne va pas dans notre pays. Parce qu'un jour, j'ai invité les journalistes ivoiriens au Japon. Le président de l'UNGC, l'Union nationale de Côte d'Ivoire, avec son bureau, et je leur ai dit de venir, je leur ai donné une bourse de voyage, une bourse d'études, pour voir comment les campagnes électorales se passent au Japon et comment les élections se passent au Japon. Ils sont venus, en tout cas, ils ont fait 14 jours, et ils étaient vraiment abattus de ce qu'ils ont vu. Je vous donne 2 petits exemples. On allait au meeting d'un candidat, et à ce meeting-là, on n'avait qu'environ au maximum 14 personnes. Mais le candidat qui devait gagner les élections, 14 personnes à ce meeting, avec un gros camion, podium, avec... Et regardez le message du candidat. Il dit, ceux qui sont là ont travaillé. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Mais nous, venez nous voter, nous allons faire mieux qu'eux. Et je crois que les journalistes ivoiriens ont fait ces reportages. Le problème ici, dans nos pays africains, les gens n'ont jamais reconnu ce que l'autre a fait. Et il y a des pays, même quand les gens viennent là, ils détruisent toutes les sources. Ils détruisent tout ce que l'autre a fait pour que son nom et son image disparaissent. Et c'est vraiment un sérieux problème pour les pays africains. Je suis en train de faire une étude. J'ai dit, bon, pourquoi ceux qui, dans l'opposition, c'est qui dénoncent? Et puis on est content, on dit, ah, voilà celui qu'on attend. Et il vient, et puis il fait le contraire de ce qu'il dit, de ce qu'il a dénoncé. Et puis il vient le faire. Je suis là, je me demande, il dit, mais est-ce que moi je suis sur la terre ou bien je suis... C'est moi, c'est dans ma tête, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais justement, je suis en train de faire cette recherche-là. Mais pourquoi les gens font ce qu'ils ont dénoncé quand ils arrivent au pouvoir? Vraiment, c'est une étude sérieuse qu'on doit faire. C'est pas vraiment qu'on doit blâmer les gens, mais pourquoi ils le font alors qu'ils l'ont dénoncé? Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que dans ce pouvoir-là, il n'y a pas quelque chose là-bas qui donne un peu de livrognerie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Amadou Hampâté-Bâ, grand savant africain, qui a justement une célèbre citation sur le pouvoir, qui dit que le pouvoir saoule, ça c'est pour paraphraser, et que le pouvoir a un peu l'effet de l'alcool sur certaines personnes, sur certaines personnalités qui, après avoir justement milité dans l'opposition, finissent par perdre la tête, mais par être complètement grisé. Docteur Amarassouma, justement là, c'est pour vous qui êtes encore dans l'opposition. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas, justement, qu'il y ait trop d'écart entre le discours que vous tenez et la réalité de ce que vous serez en capacité d'offrir? Allô, je voulais juste préciser au passage, je ne suis pas l'adepte de faire des comparaisons. Quand on prend le Japon, c'est bien le Japon. Quand on prend la France, c'est bien la France. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Ils ont eu leur histoire politique, ils ont eu les mêmes difficultés. Je ne pense pas que c'est... le discours politique d'un candidat, pour reprendre l'exemple de M. Bleka, oui, les autres ont bien fait, moi je ferai ça. Mais ça, c'est à condition que ceux qui étaient là acceptent de quitter selon les textes de loi. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. En Afrique, c'est pas une histoire de... Les candidats ne savent pas dire ce que l'autre a fait ou ne savent pas le reconnaître. C'est que nous sommes en face des adversaires qui ne veulent pas quitter. Alors, pour paraphraser Hampâté-Bâ, comme le cher Gandhi le disait, il a bien dit les 3 verres. Le pouvoir, c'est comme l'alcool. Quand tu vas dans un bar, le premier verre, tu es joyeux. Le deuxième, tu commences à être agaçant. Le troisième, tu deviens fou. Alors, il faut, quand on l'applique au niveau de nos systèmes politiques, c'est qu'après 2 mandats, il faut accepter de partir. Celui qui accepte de partir, donc qui assure l'alternance, qui accepte les principes de sa constitution, ce monsieur ne pourra bénéficier que du respect de tous ses adversaires. D'ailleurs, en Afrique, nous savons bien le faire. Je donne un exemple. Il aurait accepté que son mandat prenne fin en 2020.
nous aurions tous chanté sur le toit du monde que c'est le Mandela de l'Afrique. Ne l'ayant pas fait, il sera considéré comme tel. Le discours politique, il faut aussi l'analyser. Les Africains ne sont pas les derniers de la classe. Il y a des adversaires qui sont épris de démocratie. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y a quand même des pays qui nous ont donné l'exemple. Il y a le Ghana, quand bien même un pays anglophone, mais il demeure un pays africain. Pas anglophone, oui. Il demeure un pays africain. Ils ont donné des exemples. C'est-à-dire, tant que nous n'arrivons pas au stade d'intégrer le principe de l'alternance démocratique, nos États africains seront toujours confrontés au conflit post- et anti-élection. La solution est simple. Il faut juste que nous respections les principes et lois en vigueur dans nos États. J'aime souvent le dire, mes amis me disent non, il faut restaurer l'autorité de l'État. Mais l'autorité de l'État n'est rien d'autre que la faculté de l'État de respecter des lois qu'il lui-même il a édictées. Si tu ne les respectes pas, vous ne pouvez pas contraindre l'adversaire de les respecter. Encore qu'en Afrique, nous avons des opposants aujourd'hui, en tout cas parlant de mon candidat, Maître Abdoul-Kabele Kamara, c'est un avocat, un ancien magistrat des cours et tribunaux du Sénégal. Il a été des deux côtés. Il a été pendant 19 ans juge d'instruction, donc prompt à sanctionner, et il est aujourd'hui 30 ans durant avocat pour défendre ceux qui sont privés de leurs droits. Donc nous estimons qu'il a la connaissance qu'il faut pour que la Guinée redevienne cet État où on est respectueux des textes que l'on édicte. La question de la politique en Afrique n'est pas si difficile que ça. Acceptons d'élire des dirigeants capables de respecter les lois qui sont en place. Parce qu'avec le respect des textes et des lois, on aboutit à tout. Et sur le plan économique et sur le plan social. Nos critiques nous disent souvent, oui, vous aimez parler de droit, mais il n'y a pas que le droit. La société, comme M. Bleka le disait, lorsque l'on respecte les engagements qui ont été pris, lorsqu'on respecte sa parole donnée, lorsqu'on est respectueux de la Constitution, vous ne pouvez laisser qu'un pays apaisé. Vous ne pouvez laisser une place à une génération montante. Mais quand on faillit à ces respects, à ces textes, alors là, les conséquences, nous les connaissons. Espérons que ce ne sont pas les spécialistes du droit qui ont des problèmes avec le respect de la Constitution et l'application des lois. J'ai pas envie de le confirmer, mais oui, parfois, oui. Parce que le nôtre, il est bien professeur en droit. Le professeur Alpha Condé, éminent professeur en droit, respecté en Afrique et à travers le monde. On a justement un double... M. Gandhi, excusez-moi de vous interrompre, il nous amène des arguments un peu légers en matière de droit. Vous ne pouvez pas avoir une constitution. Peut-être que M. Bleka, qui est certainement expert, a dû lire certaines constitutions de la sous-région, même s'il n'est pas juriste. Vous ne pouvez pas avoir une constitution, quel que soit son mode d'élaboration, qui, à son article 27, crée l'intangibilité pour dire que le président ne peut avoir qu'un mandat renouvelable une fois, consécutif ou non, il ne peut plus le renouveler. Il va plus loin. L'article 154 de l'ancienne Constitution dit que la nature, la légalité, la laïcité, le syndicalisme, le pluralisme ne peuvent faire l'objet des révisions. Alors face à ce dilemme, parce que l'on a verrouillé la Constitution de 2010 après avoir été élu 2 fois, avec soudainement on se réveille, on se rappelle certainement des cours de droit à l'université qu'on est maîtrisé ou pas, pour dire que non, cette Constitution elle a été mal élaborée. Et voilà, la Guinée face à une nouvelle constitution, un changement de constitution, parce que la révision n'étant pas possible, ils ont décidé purement et simplement de changer la constitution malgré le taux d'abstention élevé pour le référendum. Et après, on dira que non, les opposants, ils ne reconnaissent pas ce qui a été bien fait. Mais ça seulement, en tant qu'accident de l'histoire politique de la Guinée, mérite d'être révélé. Et ça a été commis par celui-là, respecté, comme M. Gandhi l'a dit tout à l'heure, par toute l'Afrique pour le combat qu'il a mené. On ne peut pas comprendre qu'on ait mené 40 ans de démocratie contre le général Lansana Conté et avant lui, le Sékou Touré, et venir nous servir du réchauffé. Nous ne sommes pas d'accord. Mon engagement politique avec celui du président Kabele, c'est justement pour que nous arrivions au stade où nous nous habituerons au respect de la parole donnée. Il n'y a pas que des médiocres en Afrique.
Voilà, M. Gandhi, ce qui se passe ici. Et qu'est-ce que l'opposition doit corriger pour ne pas tomber dans ces contestations béates, parce que pour beaucoup on voit que après la contestation il y a un cycle, contestation, répression et dialogue pour mettre tout le monde d'accord et partager les postes ou partager le gâteau. Là je reprends l'analyse, la lecture d'un des nombreux analystes que nous avons eu l'occasion de lire ces derniers jours. Moi, je pense que M. Gandhi, permettez-moi d'insister dessus, pour éviter les contestations, pour éviter les manifestations à outrance, pour tous ces problèmes notés dans nos différentes sociétés relèvent de la violation systématique des règles de droit. Le gouvernement ou le système en place, dès qu'ils arrivent, quelle que soit par ailleurs leur grandeur, ils viennent, ils les violent. Quand vous les violez, vous entraînez systématiquement les autres à l'irrespect de ces dispositions. Alors, le président de la République, partout où il sera, doit être comme un bon père de famille. Vous édictez les lois, vous en donnez les exemples. Et tant qu'on n'aura pas des présidents capables de respecter le serment, parce que quand tu es élu, tu prêtes serment, et en prêtant serment, il y a un contenu, des textes sont suffisamment clairs, vous ferez respecter les textes et les lois en vigueur dans l'État. Tant qu'ils n'arriveront pas à le faire, je suis désolé, on va assister, on sera encore dans une situation de violation totale. Alors l'Afrique, on est même ridicule, on allait au point jusqu'à même prétexter la force majeure. La force majeure pour aller pour un troisième mandat. Et d'autres disent que non, la Constitution a été mal élue ou mal élaborée. Je suis désolé. Il n'y a pas d'autres mesures à prendre, il faut juste apprendre à respecter les lois et règlements dans nos pays. Et tout ça. Au Ghana, au Ghana, l'exemple est là au Ghana. Le Ghana n'est pas tombé du ciel. Le Ghana, c'est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver à une telle stabilité? C'est parce qu'on respecte le processus électoral. On respecte les résultats tirés des urnes. Les présidents acceptent de partir. Les présidents acceptent de partir et le Ghana, il y a quelques mois quand même, serait passé à côté d'une tentative de déstabilisation. On n'en a pas su davantage, comme pour dire qu'il y a les vieux démons qui rôdent et qui espèrent revenir un jour aux commandes, mais c'est justement à ne pas souhaiter. Finalement, oui. M. Kabele au pouvoir en Guinée, vous assisterez tous, peut-être surpris ou satisfaits, d'un président respectueux de la parole donnée, d'un président respectueux des règles de droit en vigueur. C'est ce qu'il d'un président qui soit à même de se mettre au-dessus et de ne voir que des Guinéens, pas une ethnie. Il y a ce problème-là. C'est ce qui fonde l'engagement de M. Kabele en politique. Mais il faut finir avec ces passagers clandestins. Ceux qui suivent les présidents, qui chantent l'éloge des présidents, juste pour le pousser à la bêtise. Et quand ça va commencer à brûler à Bobo, ou que ça va commencer à brûler à Madina, ce seront les premiers à descendre. Quand le président tournera le dos, il ne verra personne. Ce sont nous-mêmes les citoyens qui poussons nos chefs d'État à être des dictateurs. Il faudrait que nous cessions cela. Acceptons de rendre le tablier quand il est temps. C'était qu'un mandat. Il faut accepter. Vous avez la possibilité de travailler pour convaincre votre population. Si vous avez bien travaillé, il vous renouvelle le mandat. Au bout de 2 mandats, quelle que soit par ailleurs votre intelligence, quel que soit par ailleurs ce que vous avez fait, vous devez pouvoir accepter de céder et non sombrer, céder aux sirènes, comme le disait Feu le magistrat Kenefa, céder aux sirènes révisionnistes des constitutions. Céder aux sirènes révisionnistes des constitutions. Il y a Ferdinand Bleka, à un moment donné, un goût d'inachevé, le sentiment qu'il faudrait, et on l'a vu pour de nombreux chefs d'État qui ont argumenté ainsi, qu'il faudrait un peu plus de temps pour arriver à réaliser quelque chose de bon pour le pays. C'est un argument qui cache simplement la volonté de rester coûte que coûte au pouvoir.
Bon, je pense que l'argument qui dit que j'ai bien fait, donc il faut que je reste encore pour faire. Je pense que le conseil que m'a été donné à ces personnes, c'est de ne pas tenir de tels arguments. Parce que sur la terre où nous sommes dans nos pays, personne n'est indispensable. Nous-mêmes, on croit bien faire, mais il y a des gens aussi qui viennent faire mieux que nous. Ça, ce n'est pas des arguments qu'il faut tenir lorsqu'on veut rester. Ce n'est même pas un argument. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire mieux que nous. Et quand on va voir ce qu'ils ont fait, on va dire, ah, donc il y a des gens qui peuvent faire. Et puis encore, amener des gens à faire encore mieux, c'est d'être à côté pour dire, bon, moi j'étais là, j'ai bien fait. Je m'en vais. Toi, tu es là. Si tu fais mal, on t'enlève. On revient. Il va voir qu'il y a une pression. On va dire, ah, celui qui était avant moi, il a mis la balle très haute. Donc maintenant, moi je viens, je n'ai pas droit à l'échec. Il va vouloir faire mieux que son prédécesseur. Et celui qui va venir, c'est comme ça les pays d'Asiatique se sont construits, où c'est une compétition de faire mieux que l'autre. Parce que si on dit que non, moi j'ai fait mieux, je dois rester, mais c'est Dieu seul qui fait mieux pour tout le monde, qui peut rester éternellement. Aucun individu n'est indispensable dans la vie. On a vu des gens qu'on a cru être indispensables, mais qui ne sont plus. Et chaque homme a des passages. C'est pour ça que je disais tout récemment dans mes rencontres avec le PNUD, je leur ai demandé de changer, en tout cas, la définition du développement durable. Parce que dans nos pays en Afrique ici, le développement dure autant d'un pouvoir. Et moi, je suis en train de travailler sur un document pour ce qu'on appelle le développement générationnel. C'est-à-dire, moi, pendant mes 10 ans, ma génération a fait un travail, je laisse l'autre génération pour venir poursuivre le travail, pour l'achever. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas achever un travail jusqu'à la mort, ce n'est pas possible. Donc, c'est réellement souvent, je suis un peu, pas seulement que je suis confus, mais je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet pour comprendre est-ce que vraiment, c'est parce que le travail qu'on a fait, on n'a pas terminé qu'on veut rester. Voilà, aujourd'hui, je prends le cas de notre grand frère, le Premier ministre Senghor Coulibaly, dont la mort m'a vraiment touché. Parce que depuis qu'il était en France, j'étais en contact avec son équipe pour voir comment les choses se passent. J'appelais le DG de l'OMS. Il était candidat, mais il est parti. Ça veut dire qu'à tout moment, là, on peut partir. Donc il faut d'abord prévoir que si je ne suis pas là, voilà ce qui reste, ce que les gens vont faire. Je peux aussi partir brutalement et brusquement. Si je pars brusquement, est-ce qu'il va avoir un vide? Voilà ce qu'il faut faire. Je crois que c'est cette intelligence de gestion-là que nous devons cultiver comme les pays asiatiques que je connais ont cultivé. Vous prenez par exemple le cas de Kwazumi, par exemple le Premier ministre actuel, Shinzo Abe au Japon. Dans les années 2005, il était président. Mais après un an, il a un petit problème de santé. Il dit non, il faut qu'il soit en bonne santé pour pouvoir gérer le pays. Et après un an, il a démissionné, il est parti. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas vraiment être malade et puis gouverner. Mais quand il est revenu, il a été candidat, les gens l'ont élu. Il a son deuxième mandat même, il n'est même pas fini. Il dit non, le même mal est revenu. Mais en réalité, le même mal est là. Le problème du départ de Shinzo Abe, c'est qu'il n'a pas bien traité le problème de Covid et il pense que le Covid revient encore. Là, il a préféré partir pour donner aux gens qui sont encore plus frais. Bon, et c'est la question que toujours je pose la question, est-ce que nous, en Afrique, comment nous on réfléchit? Et de l'autre côté, comment les gens réfléchissent? Est-ce qu'ils ont deux mémoires, ils ont deux cerveaux et nous, on a un seul cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Ou bien c'est parce que nous avons tellement de pauvres autour de nous pour dire que si nous ne sommes pas là, on ne va plus vivre. Mais c'est parce que on appelle ça, la politique est tellement valorisée en Afrique. C'est pourquoi dans mon livre de recherche, sur quand le Japon appelle l'Afrique au développement, j'ai écrit il faut développer, non pas développer, mais il faut dévaloriser la fonction politique en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais rien fait, mais c'est parce qu'ils ont fait la politique dès qu'ils rentrent en politique, c'est là qu'ils ont les premières voitures. Docteur Amara Souma, c'est la question, vraiment c'est des questions à laquelle on doit répondre. Oui, Ferdinand Bleka. Docteur Amara Souma, vous êtes pour cette approche dévaloriser la fonction politique pour peut-être permettre de mieux faire. Vous pensez que ça aiderait à améliorer les choses?
J'entends ce raisonnement, ça me rappelle un peu mon séjour en Suisse quand je voyais des politiciens qui ressemblent à tout le monde. Mais pour en arriver là encore, M. Bleka, pour désintéresser tout le monde de la politique, il va falloir au préalable que nous apprenions à faire les choses correctement. Sans cela, comment désintéresser la politique? Parce que quand tu nommes un ministre qui fait ce qu'il veut, protégé par le président en place, vous n'aurez aucun autre résultat que de voir d'autres personnes l'envier pour arriver au niveau de vie qu'il a. Je vous jure, si on a des gouvernements responsables pour permettre à chaque catégorie de citoyens d'accéder à un minimum de services, vous verrez que les gens s'occuperont d'autre chose que de la politique. C'est parce que l'image que donnent nos hommes politiques, avec la complicité du gouvernement, c'est que lorsqu'on est politique, on est tout puissant, tout fort et tout permis. Mais si nous appliquons les choses comme elles se doivent, vous verrez progressivement, les gens passeront à d'autres choses que de faire la politique. Par exemple, si nos États africains, et surtout la Guinée, ils arrivaient à développer, mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, permettre aux uns et aux autres d'accéder à des initiatives, vous verrez qu'ils auront d'autres choses à faire que de perdre le temps pour la politique. Parce que quand ils tireront les revenus qu'il faut pour s'occuper de leur famille et la grande famille africaine, vous verrez qu'ils s'intéresseront de moins en moins aux fonctions politiques. Mais à l'heure où je vous parle, les gens pensent que c'est en faisant la politique qu'on se fait de l'argent. Il faut donc changer cette vision. Et comment changer cela? Il faut des hommes politiques capables de penser à la place de toute la population, capables de s'entourer sur la base de compétences, de personnes capables de réfléchir pour 12 millions d'habitants. Et surtout avoir un chef capable de sanctionner. Quand vous confiez le poste de ministre à un avocat ou à un administrateur, mais donc, vous lui fixez des résultats. Tant que nous ferons cette politique à l'africaine, avec surtout l'affinité, on ne pourra pas s'en sortir. Mais justement, il faut pour sanctionner, avoir les mains libres, mais souvent on tient compte également des alliances, du jeu d'alliance pour accéder au pouvoir lorsqu'on n'a pas la possibilité de gagner tout seul. Et à ce moment-là, comment procède-t-on? On se met à dos facilement ceux qui ont aidé à accéder au pouvoir, ou bien on choisit d'appliquer la loi tout en étant conscient qu'on va être fragilisé. Est-ce que ce n'est pas justement ce cas de figure-là qui se pose souvent? C'est une question de personnalité. Quelles que soient par ailleurs les alliances qui vous portent au pouvoir, il n'y a qu'une seule personne qui prête serment. Et donc une seule personne qui s'engage au nom de tout le pays, au nom de tout le peuple. Cette personne devra convaincre alors ses nombreux alliés que maintenant j'ai la charge, l'ultime charge de veiller sur la population guinéenne. Et conséquemment, j'ai l'obligation d'observer les textes et lois. Il n'y aura donc pas aucune faveur octroyée à un quelconque groupe. C'est quand on le dit comme ça paraît, voilà, certains diront, bon, ce sont des rêveurs, c'est des philosophes. Mais la société, l'État, c'est de la philosophie d'abord. Il faut penser, c'est la res publica. Il faut penser l'État. Il faut penser la République. Il faut penser ce qu'il faut faire pendant le laps de temps qui vous est accordé. Quand on arrivera à ce stade, vous verrez que l'on finira avec certaines histoires dans notre pays. Oui, mais regardez bien. Oui, Ferdinand Bleka, oui. Vous considérez qu'il faut seulement revoir le schéma, pas le schéma mental, mais l'état d'esprit, parce que vous avez posé la question également dans votre étude, vous avez posé la question de savoir entre guillemets si il n'y a pas un problème psychologique chez les dirigeants africains. Oui, en fait, regardez bien le schéma. Je vous donne un exemple. Monsieur Souma, monsieur, les téléspectateurs de monsieur, les Africains, moi j'ai eu la grâce et la faveur d'étudier un peu à l'étranger. Mais nous les Africains qui étaient dans la même classe dans ces pays en Asie, je vous dis que ceux qu'on a trouvé là-bas qui ont l'air pauvres n'étaient pas plus intelligents que nous.
Ils sont, même quand j'ai fait mon livre qui a été présenté par les Nations Unies, le gouvernement du Japon, au sommet des chefs d'État africains du Japon, au Japon, il y a des chefs d'État asiatiques qui m'ont demandé si je suis américain, mais si je suis africain. Donc, ça veut dire que sur le plan de l'intelligence, de la production intellectuelle, nous sommes mieux bâtis. Sur le plan de l'intelligence, nous sommes mieux bâtis. Attention quand même au complexe de supériorité. Non, ce n'est pas un complexe de supériorité, c'est une réalité. Dans ma classe, il n'y a pas quelqu'un qui était devant nous. C'est après nous que les gens venaient. Donc, je vous donne ces détails. Ce n'est pas un complexe de supériorité. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le noir n'est pas quand même bête. Le noir est intelligent. Il a dit, nous, on n'est pas des vauriens. Mais quand vous prenez nos footballeurs, vous les déposez en Europe, regardez ce que les gars nous ont montré, les Tofis nous ont montré. Mais prenez-les et ramenez-les dans l'équipe nationale. Et puis ça va jouer au coup du monde. Ils reviennent, toi-même, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que vous dominez là-bas, c'est eux qui vous gagnent. Quand ils sont à l'extérieur, ils sont brillants. Mais quand c'est le nom de l'Afrique et le pays, il y a problème. Alors, ce n'est pas les individus qui sont nuls. Pas du tout. Ils ne sont pas nuls, ils sont brillants. Mais pourquoi, quand il s'agit de la nation, il y a problème? Docteur Amara Souma. Docteur Amara Souma. Oui, Ferdinand Bleka, allez-y pour qu'il réagisse. Oui. Monsieur Gandhi, moi, j'y vais doucement avec ces données de nation et de peuple. J'estime que la nation, c'est une donnée psychologique. Le peuple, c'est une question idéologique. Il faut le préparer. Absolument. Je pense également le fait d'aller, comme M. Bleka l'a dit, étudier à l'extérieur, justement, ça devrait nous servir d'exemple pour essayer, une fois au pays, non pas de reproduire textuellement ce qu'on a vu là-bas, mais de le contextualiser. Quand vous donnez l'exemple sur le Japon, c'est un développement réel, mais qui s'est construit au fil des années. Le Japon avant 1960 ou 50 n'était pas le Japon d'aujourd'hui. Il a bien fallu avoir une classe politique disciplinée, éduquée par les textes de loi pour en arriver à ce niveau de développement. Moi, je pense, et c'est mon avis, tout est question de renouvellement de la classe politique. Il faut que nous revenions aux fondamentaux. Il faut une association d'une nouvelle classe politique de femmes et d'hommes dont le critère sera exclusivement l'intégrité et la performance. Il faut donc se débarrasser de ces questions d'affinité. Moi, je ne suis pas un sociologue, je m'excuse du terme pour voir, je n'analyse pas profondément quelles sont les motivations ou le retard. Peut-être qu'il y a des socio-anthropologues qui pourront nous faire ces idées, mais j'ai ma petite lecture. Ces pays dans lesquels on a étudié, il ne nous arrive pas de boire du café et de jeter le verre par la fenêtre. Ces pays dans lesquels on a tous étudié, il ne nous arrive pas de faire n'importe quoi et n'importe comment dans la société. Mais pour en arriver là, quand tu interroges l'histoire de ces pays, ils vous diront quelque part, eux aussi, il fut un moment où ils sont passés par l'état où nous sommes. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu poser comme acte et action pour leur permettre d'arriver à ce stade? Il a bien fallu qu'ils aient des leaders qui ont servi d'exemple, qui se sont battus pour que les pays arrivent à ce stade. Loin de moi cette intention de philosophie, c'est juste du pragmatisme. Quand on te confie la gestion de quelque chose, tu as l'obligation de rendre compte à quelque niveau que ce soit, indépendamment même du poste de président. Si nous intégrons tous ces sentiments, vous verrez qu'au fil des ans, les choses s'amélioreront. Pour revenir un peu plus à la réalité, M. Gandhi, quand vous me nommez ministre de la Justice, ou vous me donnez même un cabinet d'avocats que je gère au nom d'un fondateur, à un moment donné, il va falloir rendre compte. Quand vous me prenez comme professeur d'université pour enseigner une classe, d'abord, vous devez établir votre programme, on vous donne un certain nombre d'heures. Si vous ne faites pas les heures, on vous change. Il faut que nous nous habituions à la sanction. Mais pour s'habituer à la sanction, il faut que nous-mêmes nous servions d'exemple.
Et c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas forcément de dire que nous ressemblons. Les pays se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Il faut justement être capable d'être... il faut être un bon exemple en tant que dirigeant pour pouvoir sanctionner. Et nous le retenons, docteur Amara Souma. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que notre émission tire à sa fin. Le thème a porté sur l'opposition face à l'élection présidentielle en Guinée et en Côte d'Ivoire. On voit que le temps a été très court. Les débats ont été passionnants, mais on aura certainement, lorsque la campagne électorale sera ouverte, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée, la possibilité de revenir avec force détail sur cette fois les projets de société des candidats. Nous allons vous donner l'occasion de conclure. Ferdinand Bleka avant le docteur Amara Souma. Merci, ma conclusion. La conclusion, oui, paraît simple, mais elle n'est pas si simple. Nous sommes à la veille des élections qui s'annoncent très intéressantes et importantes pour le pays, pour la Guinée. J'en appelle à l'ensemble des Guinéens, de quelque bord politique ou associatif qu'il soit, le 18 octobre, d'aller voter. C'est en votant qu'on peut exprimer sa volonté. C'est en votant qu'on peut sanctionner celui-là que l'on estime n'avoir pas rempli tout ce qu'on lui a confié comme tâche. J'en appelle, ou du moins aux militants, à tous les militants de quelque bord politique et surtout aux militants du RGD, le calme, la paix, la conduite citoyenne afin de voter dans la sérénité. J'appelle en dernier lieu notre président actuel, parce que quoi qu'il arrive, c'est notre président, qu'il soit, et je formule des prières, qu'il soit animé de beaucoup de sagesse, afin que cette élection ne se traduise pas à un conflit. J'en appelle à la sagesse de toute la classe politique pour que nous passions une journée paisible d'exécution d'un droit civique et politique. Merci. Merci. Ferdinand Bleka, vous allez également conclure avec peut-être un message aussi à l'endroit de la classe politique, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée, parce que la Côte d'Ivoire et la Guinée sont deux pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Absolument, absolument. En tout cas, mon message d'aujourd'hui, c'est vrai, il faut renouveler la classe politique. Mais si c'est les mêmes mentalités, les mêmes pensées, le renouvellement de la classe politique qui ne va rien nous apporter. Il faut surtout renouveler la mentalité politique en Afrique. Et ça, c'est très important. Tant que les mentalités n'ont pas changé, les individus sont les mêmes. Ils ne changeront pas. C'est un travail de longue haleine, hein? Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et je voudrais vraiment lancer un appel à nos leaders politiques en Guinée et en Côte d'Ivoire. Les autres, ils nous regardent souvent, mais ils se moquent. Donnons-nous raison que les gens ne se moquent pas de nous. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, je vous dis actuellement, qui sont en train de prendre des maisons au Togo, dans les autres pays pour quitter le pays. Parce que les yeux ont vu en 2010-2011, on ne les a pas raconté, mais les yeux ont vu. Et ils ne veulent pas encore vivre ce qu'ils ont vécu en 2010 et en 2011. Faisons de telle sorte que cette élection-là se passe sans que vraiment il y ait encore ces tours. Parce que si ça reprend, tel que ça s'est passé en 2010-2011, ce n'est pas sûr que la Côte d'Ivoire se retrouve encore. On risque de se retrouver dans les situations de Syrie et de la Libye. Ça n'arrange personne. Je voulais vraiment lancer cet appel-là à nos dirigeants politiques et à tous ceux vraiment qui les soutiennent pour dire qu'il faut mettre en tout cas de l'eau dans nos vins parce que c'est nos pays. Après, nous pensons à nos enfants, pensons à nos petits-enfants. Ce que nous faisons là, c'est pour laisser toujours à nos générations. Ce n'est pas pour nous. Il faut penser à eux. Ne pensons pas à nous seulement. Il faut penser vraiment le message que je vais leur donner pour qu'à la fin de ces élections, le danse et que le vaincu appelle le vainqueur pour dire merci pour ta victoire.
C'est le message que je voulais laisser. Merci Ferdinand Bleka. Et justement, le groupe panafricain Label Radio et Télévision se fait l'écho de ces messages de paix à l'approche des élections, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, élections présidentielles qui suscitent toujours, qui cristallisent toujours des tensions. On rappelle que nous étions en compagnie du docteur Amara Souma, secrétaire général du Rassemblement guinéen pour le développement. Merci. Rassemblement guinéen pour le développement. Le Rassemblement guinéen pour le développement, c'est bien noté. Parti créé en 1992 et présidé par Maître Abdoul Kabele Camara, qui est ancien ministre de la Défense et de la Sécurité de Guinée et également candidat à l'élection présidentielle. Et Ferdinand Bleka, qui est lui président d'Afrique-Asia, ambassadeur libre de la francophonie et également acteur de la société civile. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.